Super, merci à tous. Euh, alors, du coup, rentrons dans le vif du sujet. J'ai préparé plein de slides, voilà, je voulais vraiment vous permettre d'explorer un maximum de choses ce soir ensemble. Donc, on va explorer ce qu'est un petit peu le bonheur au travail. Je vous donnerai quelques éléments de définition. Je vous expliquerai pourquoi on en parle de plus en plus. Je vous parlerai aussi du rôle de Chief Happiness Officer. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est mon métier. Je suis Chief Happiness Officer et je suis très engagée dans ce métier. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai autant à cœur de démocratiser ce rôle-là dans les organisations. Et puis, je vous partagerai quelques clés pour vous épanouir dans votre quotidien professionnel. Et puis, on parlera un petit peu de cette phase de confinement, effectivement, qui est un peu particulière pour aborder le travail. Et donc, voilà, mon intention, c'est vraiment que le bonheur, ça devienne la nouvelle norme dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, ça paraît très compliqué, mais j'ai envie de rester optimiste. Et je me dis que si on s'y met à plusieurs, de façon collective, on peut tendre un jour vers un monde du travail qui sera beaucoup plus agréable pour tous. Alors pourquoi je me suis intéressée à ce sujet c'est le jour, en fait, j'ai lu une étude qui publiait ce chiffre, 80 000 heures. Alors, bon, là, vous ne pouvez pas me parler, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de à quoi correspond ce nombre d'heures? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Eh bien, 80 000 heures, c'est le nombre de temps qu'on va passer dans notre vie en moyenne dans notre travail. Alors moi, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit waouh, mais c'est absolument énorme. Et c'est vrai que quand on y pense, on passe les trois quarts de notre vie à notre travail. Et quand j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis dit que c'était quand même la moindre des choses, que vraiment on se questionne sur qu'est-ce qu'on avait envie de vivre pendant ces 80 000 heures. Est-ce qu'on voulait vivre 80 000 heures qui n'étaient pas forcément épanouissantes, très challengeantes, très stimulantes, où on avait envie dans ces 80 000 heures réellement de s'épanouir comme une fleur, j'ai envie de dire. Donc la question de qu'est-ce qu'on a envie de vivre réellement dans ces journées de travail, elle est essentielle, et c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à ce sujet de la qualité de vie au travail. Donc voilà. Donc rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, déjà, encore une fois, Elodie, merci beaucoup de me permettre de partager sur ce sujet du bonheur au travail qui me passionne. Moi, je viens du marketing. J'ai été responsable marketing pendant 8 ans dans une société informatique à Montpellier. Et puis, je me suis aussi passionnée en parallèle sur ce sujet du bonheur de façon générale. J'avais créé un blog sur le sujet et puis je réfléchissais pas mal à comment on peut être plus heureux dans notre vie. Et petit à petit, en fait, mon cheminement, il a commencé à explorer aussi la sphère professionnelle, parce que je me suis dit qu'au final, on passe beaucoup de temps à se questionner sur comment on peut être heureux dans notre vie, mais au vu du temps qu'on passe dans notre travail, c'est quand même aussi la moindre des choses de se demander comment on peut être heureux au travail. Et donc, de fil en aiguille, en parallèle de mon poste de responsable marketing, j'ai aussi pris la casquette de Chief Happiness Officer dans l'organisation. Donc, à cette époque-là, j'avais les deux métiers en parallèle. Et puis, au bout de 8 ans de marketing, je commençais à en avoir un petit peu marre et j'ai décidé de me consacrer à 100% à ce sujet du bonheur au travail. Et donc, depuis 2 ans, je suis à mon compte sur ce sujet. Donc, pour ceux qui sont sur Montpellier et quand on ne sera plus confiné, je vous invite vivement à me rejoindre sur les meet-up Happy at Work que j'organise. Je ne sais pas quand sera le prochain, mais j'espère en septembre qu'on pourra organiser le prochain, idéalement. C'est des meet-ups qui sont gratuits. Et puis, si vous voulez vous pencher sur la question du bonheur au travail, je publie tous les mardis un épisode de podcast avec une personne qui est acteur du bonheur au travail, parce que pour moi, c'est hyper important qu'on soit acteur de notre vie professionnelle. Et puis j'ai décidé aussi, durant le confinement, de me lancer sur YouTube. Et donc, je publie aussi tous les jeudis une vidéo qui parle du métier de CHE. Donc, voilà, il y a plein de choses à explorer. Et donc, voilà, ma conviction, c'est vraiment que le travail, on doit d'abord y prendre plaisir. On doit prendre plaisir à ce qu'on fait tous les jours pour que, in fine, on se sente engagé et motivé et plus performant.
Donc ça, c'est un peu mon leitmotiv. Alors, petit état des lieux sur le bonheur au travail. Alors, bonheur au travail, bien-être au travail, je ne vais pas trop m'attarder sur les terminologies ce soir, mais bon, c'est vrai que bonheur au travail, parfois, ça fait vivement débat. En tout cas, moi, j'utilise le terme bonheur. Et j'aime bien provoquer aussi des fois avec ce terme parce que je trouve que ça permet d'ouvrir le sujet de la qualité de vie au travail. Et donc, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on en parle beaucoup de plus en plus dans les médias depuis quelques temps. Même si le sujet de la qualité de vie au travail de façon générale, elle n'est pas du tout nouvelle. Hein. Je pense qu'on a commencé à réellement s'intéresser sur comment les gens se sentaient au travail à partir de la vague de suicides qu'il y avait eu à France Télécom. Je ne sais plus, c'était dans les années 80, même plutôt 70, je ne sais plus. Mais donc voilà, le sujet de la QVT, en tout cas, il n'est pas nouveau. Par contre, il y a un éveil des consciences véritablement sur comment on a envie de vivre notre travail aujourd'hui. Et donc la tendance du bonheur au travail, elle est de plus en plus montante. Et donc le travail, c'est un peu le paradoxe, c'est que on en parle beaucoup, on parle beaucoup de bonheur au travail. Vous connaissez peut-être l'adage « le travail, c'est la santé ». Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de bonheur au travail, mais très paradoxalement, la souffrance au travail, elle est encore énormément présente dans les entreprises et les organisations. Il y a encore énormément de personnes qui sont en épuisement professionnel, qui vivent du harcèlement moral, qui vivent même des syndromes qui sont de plus en plus fréquents, qui sont liés à la perte de sens au travail, à l'ennui au travail. Et ce sont autant de symptômes qui peuvent réellement développer un mal-être au travail. Et donc là-dessus, je vous partage quelques chiffres rapidement. Donc voilà, 38% des salariés souffrent de stress, une personne sur deux ressent de la fatigue liée à une surcharge de travail, 63% se disent concernés par le risque d'épuisement professionnel. Il y a énormément aussi de désengagement dans son travail. Donc, autant de choses qui ont fait véritablement se questionner les personnes sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans son travail. Et ça s'est accentué d'autant plus avec l'arrivée des jeunes générations qui, elles, ont plus envie de vivre, de voir en tout cas le travail comme on le voyait par le passé, comme quelque chose essentiellement d'alimentaire. Tout ça, c'est fini. On a envie d'avoir un travail dans lequel on a du sens, dans lequel on peut s'engager véritablement, dans lequel on peut avoir droit à l'erreur, dans lequel on accorde de la confiance et dans lequel il y a un véritable impact positif sur le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'arrivée des jeunes générations est vraiment en train de transformer tout ça. Et les organisations, en fait, si elles ne s'adaptent pas aussi à ces nouvelles envies des jeunes générations, elles vont avoir beaucoup plus de mal aussi à recruter, puis à conserver les talents. Et derrière cette question de la qualité de vie au travail, il y a aussi ces enjeux d'attraction et de rétention des talents. Donc voilà. Donc rapide constat, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail, elle se dégrade quand même énormément. Et là, on s'en aperçoit aussi dans cette période de confinement, c'est que la qualité de vie au travail pour des métiers, j'ai envie de dire, qui sont essentiels aujourd'hui au fonctionnement de la société, la qualité de vie au travail est grandement remise en question. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, il y avait eu des études qui faisaient un état des lieux du mal-être au travail. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études, notamment psychologie positive, qui nous montrent que finalement, il y a de réels impacts positifs à se sentir bien au travail. Et donc finalement, quelqu'un qui est bien dans son travail, c'est un cercle vertueux, ça va profiter à la performance de l'entreprise, etc., etc. Et donc le côté positif aussi, c'est qu'on va le voir, il y a énormément de leviers sur lesquels on peut agir en faveur de l'épanouissement de chacun. Alors là-dessus, je vais faire une petite parenthèse sur le métier de CHO. Alors je voulais vous poser une question. Je ne sais pas trop, peut-être lever la main en vidéo, comme ça je vous verrai. Qui a déjà entendu parler de la fonction de Chief Happiness Officer? Ouais. Non. Ok. Bon, c'est mitigé. Deuxième question. Qui pense que c'est possible de parler de bonheur au travail? Bon, vous me rassurez. Bon, j'imagine que vous ne seriez pas là si ce n'était pas le cas. On est en phase avec ça, c'est cool.
Et dernière question, alors bon là c'est un peu plus compliqué du coup pour me répondre, mais souvent je pose la question de la responsabilité de l'épanouissement au travail. Cette question de responsabilité, elle est super importante parce qu'on va le voir, en fait, c'est une responsabilité partagée. Et surtout dans les organisations où on a tendance à attendre beaucoup de l'entreprise pour nous amener les bonnes conditions pour être épanoui dans son travail, eh ben non, être bien dans son travail, on va le voir, ça commence d'abord par soi et ensuite il y a une dimension plus collective. Alors je vais vous parler rapidement du métier de Chief Happiness Officer. Alors, c'est compliqué de donner une définition du CHO parce que j'ai envie de dire qu'il y a autant de CHO que de personnes pour porter ce profil-là parce que ça va énormément dépendre de la personnalité de la personne. Pour vous faire court, un CHO, il est là pour créer les conditions optimales pour que chacun puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un CHO dans l'entreprise, il va être là pour arriver à cerner les besoins de chaque salarié, de demander à chaque salarié de quoi il a besoin pour bien faire son travail et de façon positive, j'ai envie de dire, de faire son travail avec du plaisir, avec de la joie, avec de la motivation. Il va cerner un petit peu tous ces besoins salariés et en fonction des besoins salariés qui vont être remontés, il va être là pour proposer des actions qui vont contribuer finalement à créer une culture d'entreprise positive. Alors, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? On l'a vu, c'est parce que la qualité de vie au travail, elle se dégrade et elle prend aussi plein d'aspects différents. Et donc, je l'évoquais, il y a énormément de perte de sens dans le travail et énormément d'ennuis au travail qui génèrent aujourd'hui beaucoup de mal-être. On connaît l'impact positif du bien-être au travail sur la performance. Et puis, les jeunes générations sont en quête de sens. Et donc, du coup, il est essentiel pour les organisations de se questionner sur quel est l'impact positif d'une organisation, quelles sont les valeurs, la vision qu'elle veut véhiculer pour que chacun se sente en cohésion là-dessus. Et le CHO, en fait, ça va un peu être le liant pour faire émerger cette vision de l'entreprise et s'assurer que chacun se sente en phase avec les valeurs de l'entreprise. Alors, j'aimerais faire une parenthèse sur les clichés du CHO que je combats et je vous en supplie après ce live. Quand vous entendrez quelqu'un qui vous parle de baby-foot et qui l'associe au CHO, donnez-lui une bonne fessée ou une bonne raclée, comme vous voulez. Parce que souvent, quand on parle de CHO, effectivement, on l'associe au fait d'installer un baby-foot dans l'organisation. C'est super sympa pour la déco, c'est sympa pour créer un peu de cohésion, mais qu'on soit d'accord, c'est pas ça qui va améliorer la qualité de vie au travail. On parle aussi de paniers de fruits, d'organiser des cours de massage, des séances de massage, yoga, aménager des magnifiques espaces de bureau, organiser du team building, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, tous ces éléments-là, c'est vrai que ce sont un peu les clichés quand on parle du bonheur au travail. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Au contraire, ce sont des actions qui sont intéressantes à mener quand on veut créer un peu de positif, de dynamisme dans l'entreprise. En revanche, qu'on soit clair, s'il y a un réel mal-être des personnes dans une organisation, ça ne sera que des patchs pour masquer le mal-être. Donc, pour moi, ce sont vraiment des actions superficielles et malheureusement, aujourd'hui, le métier de Chief Happiness Officer, il est un peu décrédibilisé parce qu'il y a encore énormément de personnes qui sont CHO et qui vont organiser simplement ce genre d'action sans aller véritablement plus loin sur la question de qualité de vie au travail. Et pour moi, un CHO, en fait, il est vraiment là pour accompagner chacun dans sa propre connaissance de soi, dans son propre développement personnel, pour faire en sorte que finalement, il s'épanouisse aussi professionnellement. Alors, je voulais vous partager cette petite image qui m'avait fait rire quand j'étais tombée dessus. Le bonheur au travail. J'ai un boulot de merde sans perspective et mal payé. Oui, mais on a un baby-foot. Ouais, mais non, le baby-foot, ça fait pas tout. Alors, d'où ça vient? Le CHO, ça vient des États-Unis comme énormément de choses. Alors là-bas, ça a émergé dans la Silicon Valley, vous savez, avec toutes les entreprises innovantes. Rien de surprenant, j'ai envie de dire, et ça existe là-bas depuis une dizaine d'années. Et puis, ça arrive en France. On commence à en parler de plus en plus depuis, on va dire, 2007-2017. Et j'ai envie de dire, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe.
avec toute cette période de crise et de confinement, je le vois sur LinkedIn, je reçois de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce sujet du CHO parce que je pense que les gens ont envie d'avoir un métier qui fait sens. Et réellement, le CHO, moi, je suis passionnée par ce métier parce que c'est un métier qui te permet d'être utile et d'avoir un véritable impact positif sur les gens, sur l'organisation et d'amener véritablement chaque personne à grandir. Moi, j'aime bien dire qu'on fait grandir l'humain pour faire grandir l'entreprise. Et en ça, je trouve ça vraiment passionnant. Mais du coup, ce métier, ouais, il est arrivé en France depuis 4-5 ans. Et là, j'ai l'impression que d'un seul coup, tout le monde a envie de vraiment incarner ce rôle-là parce qu'il fait de plus en plus sens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui au travail. Je vous partage quelques références si vous avez envie de creuser le sujet. Notamment, si vous avez envie de lire un bouquin sur le bonheur au travail, je vous recommande l'ouvrage de Tony C, qui est le patron de Zappos. C'est lui qui a amené le sujet du CHO aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Il a écrit un livre qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, c'est l'entreprise du bonheur, je crois. Je l'ai dans ma bibliothèque, j'aurais dû vous le prendre. Et le livre est passionnant. Voilà, il parle vraiment de culture d'entreprise et je trouve que même quand on est indépendant, la culture, l'alignement des valeurs, qu'on soit indépendant ou qu'on ait une entreprise avec un certain nombre de salariés, la culture et les valeurs, pour moi, ce sont les fondations de base sur lesquelles il faut réellement réfléchir. Qu'est-ce que je veux que mon entreprise, elle incarne? Quelle est sa vision? Quelles sont mes missions et comment je peux les incarner au travers de mes valeurs, mes activités? Et pour moi, ce sont les bases sur lesquelles il faut réfléchir, et notamment en entreprise, s'assurer que chaque personne est en phase avec ses valeurs. Donc voilà, et Laurence Vanier, du coup, c'est la personne qui a démocratisé ce sujet du CHO en Europe parce qu'elle était DRH à la sécurité sociale belge. Et Laurence Vanier, elle a complètement révolutionné la sécurité sociale belge en déstructurant complètement l'organisation pyramidale qu'ils avaient à l'époque. Et elle est devenue CHO et elle a montré un peu au reste des entreprises en Belgique que le bonheur au travail, c'était le vecteur de performance et que ça fonctionnait. Voilà, vous avez compris. En tout cas, faire appel à un CHO, pour moi, c'est vraiment stratégique et ça va bien au-delà d'actions de convivialité, comme on peut le voir beaucoup dans les médias. Alors, après tout ça, vous allez me dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'il y a une recette magique pour être heureux au travail? Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut être heureux comme ça sur un claquement de doigts? Eh bien évidemment que non. Et j'ai envie de dire qu'il y a autant de recettes pour être heureux au travail qu'il y a d'individus parce que forcément, les leviers de chacun ne vont pas être… moi, ce qui me rend heureuse dans mon travail, ça ne va pas forcément être les mêmes ingrédients pour vous. Alors, je voulais vous demander, du coup, c'est quoi déjà pour vous être bien au travail? Peut-être partagez-le en chat s'il y a quelques mots qui vous viennent. J'arrive pas à voir le chat là, mais je regarderai après. Donc, vous pouvez partager peut-être un ou deux ingrédients qui vous viennent là tout de suite. Qu'est-ce que c'est pour vous être bien dans votre travail? Ah si, je le vois le chat, ça y est. Donc, j'ai la liberté, avoir envie d'aller au travail, respecter son rythme, ouais. Être motivé, ouais. Les valeurs, très important. Ouais. Et on s'aperçoit que, ouais, se sentir utile. Voilà. Chacun a vraiment sa propre définition de ce qui va le rendre épanoui. Aimer ce qu'on fait, ouais. Créer, ouais, carrément. Créativité, très très important. Et ça se cultive. Ok, merci pour vos partages. Je vais vous partager, moi, une définition que j'aime bien, qui est celle de Tal Ben-Sahar, qui est un chercheur en psychologie positive. Alors, attendez, je réduis ma fenêtre. Voilà. Tal Ben-Sahar, il a écrit de nombreux ouvrages en psychologie positive qui sont très accessibles et que je vous recommande de lire parce qu'ils sont super inspirants. Et donc, Tal Ben-Sahar, il dit que être bien dans son travail, en fait, c'est un équilibre entre 4 dimensions. Ça va d'abord être le fait de ressentir des émotions positives chaque jour. Donc là, la question, c'est comment je peux faire en sorte dans ma journée d'avoir quand même plus de stimulus positifs que négatifs. La deuxième chose, ça va être d'avoir des relations harmonieuses avec ses collègues. Donc,
le lien avec les personnes. On est des animaux sociaux, hein, c'est hyper important d'être en lien avec les gens. Et c'est d'autant plus en challenge dans cette période de confinement parce qu'on s'aperçoit qu'on a encore plus besoin d'être en lien. Donc, on se rend compte à quel point c'est important. Ensuite, la troisième dimension dont parle Tal Ben-Shahar, c'est le fait d'utiliser ses compétences, exprimer son potentiel. Donc là, c'est hyper important de prendre conscience qu'on a des talents, on a des forces. Petit clin d'œil à ceux qui participaient à mon atelier I Am Remarkable que j'avais fait avec Elodie aussi sur le fait qu'il faut conscientiser le fait qu'on a des talents, on a des choses sur lesquelles on est fort, on est bon, qu'on aime faire. Il faut en prendre conscience et puis arriver dans son quotidien professionnel à les exprimer davantage. Et puis effectivement, le sentiment d'utilité, c'est une dimension qui est aussi très importante. Alors, et la chose hyper importante là-dedans, c'est que pour être heureux au travail, tout commence par vous. Je dis bien souvent que le bonheur, il est intérieur. Il ne dépend pas de ce que l'on a, mais il dépend de ce que l'on est. Et ça, c'est hyper important. Je voulais vous partager ce petit camembert intéressant qui a été fait par un chercheur en psychologie positive. Bon, je vous ai mis le nom en bas à droite. Je ne le prononcerai pas parce que le nom est imprononçable. Mais l'étude me paraissait intéressante parce que ça montre quoi? Ça montre que déjà, si vous pensiez qu'on est tous égaux face au bonheur, eh ben non, il y a des gens qui naissent avec de meilleures prédispositions pour être heureux dans la vie. Donc en fait, il y a 50% de notre génétique qui va nous permettre plus ou moins d'être heureux dans notre vie. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a tendance à penser que notre bonheur, il est conditionné par des choses extérieures. Je vous prends un exemple, avoir une plus grande maison, avoir une plus belle voiture, avoir un plus joli bureau. Bon, dans le contexte aujourd'hui, peut-être qu'effectivement là, notre bonheur, on va se dire, bah, ce serait mieux quand même si on pouvait vous sortir, etc. Bon, c'est un peu particulier, mais voilà, en tout cas, notre prédisposition à être heureux, elle ne dépend pas de circonstances extérieures ou en tout cas qu'à 10%. Et donc, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que il nous reste 40% d'activités volontaires que nous décidons nous-mêmes de prendre pour notre propre vie pour être heureux. C'est pour ça que la question de responsabilité, elle est hyper importante parce qu'on est les propres acteurs de notre épanouissement au travail. Ça, c'est super important. Et là, encore une fois, c'est de se demander, moi, en tant que personne, comment je veux vivre mes journées de travail, de quoi j'ai besoin réellement pour m'épanouir. Et donc, il y a une phase d'introspection qui est essentielle à avoir. Je voulais vous partager ce schéma aussi du cercle d'influence et il me paraît d'autant plus important à vous partager dans ce contexte un petit peu particulier en ce moment qu'on vit. C'est le cercle d'influence. Et pour vous faire un résumé, le cercle d'influence, il est intéressant parce que bien souvent, on va perdre notre énergie à essayer de changer des choses qu'on ne peut pas changer. On va perdre beaucoup d'énergie dans notre quotidien et bon, ça vaut dans notre vie pro comme dans notre vie perso. On va passer beaucoup de temps à essayer de modifier des choses sur lesquelles on n'a véritablement aucun contrôle. Alors, j'imagine que ça vous parle. Est-ce que levez juste la main si parfois, effectivement, vous avez l'impression de mouliner dans la semoule et essayer de changer des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Il y en a? Je vous invite juste à lever. Il y en a à qui ça arrive, ça? Ouais. Bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il faut, encore une fois, prendre conscience que il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et si je vous prends l'exemple là concrètement de cette période de confinement, la chose sur laquelle on ne peut pas changer, c'est qu'on est obligé de tous rester enfermés chez nous. Donc, au lieu d'essayer de combattre ce ressenti au fait que, bon là, c'est vrai que ça commence à être long et ça commence à être dur, mais au lieu d'essayer de se dire je suis pas bien, de dépenser son énergie à essayer de se dire comment je pourrais vivre la situation différemment, je veux pas rester enfermée, etc. Non, on doit rester enfermé, ça c'est un fait. Mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre perception des choses et plutôt de se dire aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je suis obligée de respecter ce confinement. Comment je peux faire en sorte moi-même de décider de le vivre autrement? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mes journées actuellement pour essayer malgré tout de voir le verre à moitié plein
plutôt que le verre à moitié vide. Et on le verra après, je vous partagerai quelques clés, mais comment je peux essayer de vivre ce quotidien professionnel qui, d'un premier abord, me paraît très compliqué, comment je peux essayer de le vivre de façon différente. Alors, la première clé que je voulais vous partager, c'est que je vous l'ai dit, s'épanouir dans son travail, ça commence d'abord par une phase d'introspection, par mieux se connaître, qui est fondamentale. Et donc, c'est se demander, moi, qu'est-ce qui me motive au quotidien, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans mon travail, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me nourrit et comment je peux prendre soin de moi. Et là-dessus, je voulais vous proposer un petit exercice. Alors, n'hésitez pas à faire un screenshot, par exemple, de l'écran. Alors, je vais le dérouler un petit peu, mais j'ai basé cet exercice-là en fait sur un modèle de Martin Seligman, qui est un chercheur en psychologie positive, qui s'appelle le modèle PERMA. Et donc, encore une fois, je vais vous partager 5 ingrédients. Et si on arrive à avoir un niveau d'équilibre sur ces 5 ingrédients, on arrivera à tendre vers un quotidien professionnel plus épanouissant. La première des choses, donc là, si vous voulez, c'est de noter sur une échelle de 1 à 10 chaque jour, qu'est-ce que je vis et comment je me sens. En termes d'émotions positives, chaque jour, si je devais noter comment je me sens, à combien je l'évaluerais entre 1 et 10 ? Est-ce que je mettrais plus un 2, un 3, un 7 ou un 8 ? Et là, l'idée, c'est de faire son propre diagnostic et de se dire, si tous les jours, je suis plus sur 2 sur 10 en termes d'émotions positives, il y a clairement un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quels sont mes facteurs de mal-être dans mon quotidien? Quels sont mes irritants, les choses qui m'énervent? Et comment je peux faire en sorte de soit trouver des alternatives pour les vivre un peu mieux, ou en tout cas de contrebalancer ce trop-plein d'émotions négatives en émotions positives. Le deuxième ingrédient, c'est la notion d'engagement. L'engagement, il est hyper important au travail pour se sentir bien. Et là, je vais vous parler de cette notion de flow. Le flow, c'est un concept qui vient encore une fois de la psychologie positive et qui est un sentiment où on est tellement immergé dans une tâche qu'on va être complètement absorbé, on ne va pas voir l'heure qui passe, on va presque oublier de manger. Et en fait, il y a des façons de cultiver ce flow. Et la première façon de cultiver ce flow, c'est d'abord de prendre conscience quand on vit ce genre d'activité et de se dire, tiens, là, je suis en train de faire une tâche dans laquelle je me sens totalement immergée. Et de se demander pourquoi. Pourquoi je me sens totalement en phase avec ce que je fais là en ce moment. Pourquoi je me sens totalement passionnée. Et de se dire, voilà, cette tâche, je l'ai identifiée comme une tâche dans laquelle je me sens pleinement engagée et comment je peux faire en sorte du coup pour multiplier ce style de tâche-là davantage dans mon quotidien professionnel pour du coup tendre vers plus d'engagement et de motivation dans ce que je fais. La troisième chose, c'est la sphère des relations. Encore une fois, là, je vais vous parler du lien social. Et là, c'est de se demander, aujourd'hui, si je fais un diagnostic, un état des lieux de ce que je vis aujourd'hui, le domaine des relations, je l'évalue à combien? Entre 1 et 10. Est-ce que c'est plus du 2, du 3, du 5, du 6? Et comment je peux faire pour améliorer ça? Et créer du lien social, encore une fois, c'est hyper important. La question de sens aussi, elle est fondamentale. Et là, je vous parlerai un petit peu de raison d'être. Est-ce que, si je vous demande, est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous... Moi, je parle souvent du grand pourquoi, le pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est le fameux Big Why. Alors, je vous invite là-dessus à aller regarder la vidéo de Simon Sinek. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo où il parle justement de cette question du grand pourquoi, la raison d'être, qu'est-ce qui m'anime et qui me guide pour faire les choses. Et la question de sens, elle est essentielle parce que ça va être là-dessus que votre motivation, elle va être basée au quotidien. Et quand on donne du sens à chacune des tâches qu'on fait, c'est là qu'on se sent réellement en phase avec ce qu'on fait et qu'on tend vers plus d'épanouissement dans son travail. Et donc, le sens, là, je vous invite véritablement à vous questionner sur votre pourquoi et peut-être que même à chaque fois avant de commencer une tâche, par exemple, juste vous poser 2 minutes et vous dire, OK, en commençant cette nouvelle tâche, c'est quoi mon intention? Pourquoi je fais ça? Quel est mon but? Et là-dessus, petit à petit, vous apprendrez à cultiver ce sens et à vous sentir de plus en plus engagé et motivé dans ce que vous faites. Et enfin, la dernière chose, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est sur le haut de la pyramide de Maslow. C'est de vraiment arriver à se dire,
tout ce que je fais, ça a du sens et ça me nourrit personnellement. Et surtout, j'ai l'impression que dans mon travail, j'ai un impact positif sur le monde. Cette notion d'accomplissement, c'est un peu la phase ultime de l'épanouissement au travail, mais elle est super importante. Et donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice et à noter comment vous êtes aujourd'hui sur ces 5 sphères, de vous questionner sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en action dans votre quotidien pour améliorer ces 5 sphères. Et pourquoi pas, par exemple, à la fin du confinement, refaire l'exercice et voir peut-être qu'est-ce qui a évolué, etc. Voilà, ça c'était le petit exercice. Je voulais vous parler aussi des valeurs parce que pour moi, c'est hyper important quand on veut s'épanouir dans son travail d'être en phase avec ses valeurs personnelles. Donc là-dessus, je vous invite aussi à profiter de cette période de confinement pour prendre le temps de vous questionner sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous trouverez énormément de tableaux sur Internet qui listent toutes les valeurs qui ont été identifiées et puis laissez venir ce qui vous parle. Et puis l'idée, c'est de se demander, une fois que vous avez fait le clair sur vos valeurs, comment les cultiver au quotidien dans votre travail. Je passe rapidement là sur la pyramide des besoins de Maslow, mais bon, voilà, j'ai évoqué que bien souvent, quand on n'est pas bien dans son travail, quand on a des problèmes d'ailleurs de communication aussi avec les autres, c'est parce qu'il y a un besoin chez nous qui n'est pas nourri. Donc l'idée là aussi, c'est d'être conscient de comment on se sent, de faire un pas de côté, de se dire, là, si je ne me sens pas très bien, c'est parce qu'il y a peut-être mon besoin de lien avec les autres qui n'est pas nourri. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut peut-être que je fasse plus de visio ou plus de participer à plus de webinaires ou de choses comme ça. Ou alors, si je me sens pas bien aujourd'hui, peut-être que c'est parce que mon besoin de sens dans mon travail, il n'est pas nourri. Alors, comment je peux faire pour redonner du sens dans ce que je fais? Je vous invite vraiment à vous questionner sur ces sujets-là. La clé numéro 2, c'est de revenir à des fondamentaux. Alors, bon, là, c'est vraiment du b.a.-ba, mais vous savez, souvent, quand je fais des conférences en entreprise, je leur rappelle combien c'est important, ne serait-ce que dire bonjour et dire merci. Parce que c'est des fondamentaux, mais qu'on a complètement oublié, comme si finalement on n'arrivait plus à avoir nos instincts primaires de civilité les uns avec les autres. Donc, ne serait-ce que dire bonjour et merci aux personnes que vous côtoyez, c'est vraiment l'essentiel. Et je voulais vous partager quelques bonnes pratiques pour faire le plein d'émotions positives par rapport à ce sujet des fondamentaux. La première chose, c'est la reconnaissance. Alors déjà, quand vous travaillez avec les autres, n'hésitez vraiment pas à donner la reconnaissance aux autres en lui disant « je te remercie pour ton aide sur ce sujet, je te remercie pour ta contribution », mais ayez aussi de la reconnaissance pour vous-même et pour le travail que vous effectuez. Et dans cette période qu'on vit en ce moment, ça peut aussi être intéressant de faire un rituel de reconnaissance le soir en se disant « ok, ma journée de travail aujourd'hui, elle a été peut-être compliquée, j'ai vécu ça ou ça, mais pourquoi je suis reconnaissant? Qu'est-ce que je retire aussi de positif dans toute cette journée que j'ai vécue ?» La deuxième chose qui est importante aussi, c'est d'apprendre à célébrer les petites comme les grandes victoires. Donc, encore une fois, de toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et se dire, voilà, quoi que ce soit que j'ai fait, c'est plutôt chouette, je suis fière de moi et pour moi, c'est une victoire. Le ratio de Losada, ça me paraissait intéressant de vous en parler aussi parce que, vous savez, on appelle ça en neurosciences le biais de négativité. C'est notre fonctionnement normal. En fait, notre cerveau, il a tendance à davantage être focus sur les choses qui ne vont pas plutôt que les choses qui vont bien. Ça, c'est notre instinct primaire à l'époque où on chassait le mammouth. On avait besoin de se protéger du danger et fuir le mammouth, soit de le combattre. Et donc, notre cerveau, il était là pour nous prémunir du danger. Et donc, en fait, on est toujours dans ce fonctionnement-là. Et si on n'apprend pas à notre cerveau à cultiver le positif, notre cerveau, il va tout le temps nous diriger vers ce qui ne va pas. Et le ratio de Losada, en fait, il dit que pour une seule émotion négative, on la contrebalancera avec 6 à 7 émotions positives. Donc, c'est pour vous montrer à quel point les émotions négatives, elles nous prennent de la place. Donc, vraiment, essayez de tout le temps voir les choses de façon positive. Faire du stress un challenge plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif parce que le stress, à une certaine mesure, il peut être assez stimulant. Et puis aussi apprendre à relâcher la pression. Donc là, c'est le moment ou jamais de vraiment
tenter d'expérimenter des pratiques comme la méditation, si vous ne connaissez pas, la cohérence cardiaque, des exercices de relaxation, de respiration. Il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Ça change tout en termes de d'état émotionnel. Et la 6e chose, c'est le sourire authentique. Alors, ça, c'est aussi une étude qui nous vient des neurosciences. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre un vrai et un faux sourire. Donc, en fait, quand on sourit, on va stimuler on appelle ça les zygodomatiques, et ça va venir sécréter des endorphines dans notre cerveau qui vont dire à notre cerveau « Ah bah tiens, je me sens bien ». Et en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre un vrai et un faux sourire. Et donc, en fait, spécialement dans les moments où vous ne vous sentez pas très bien, je vous invite vraiment à vous mettre devant une glace et sourire. Sourire pendant 1 à 2 minutes. Et alors, je ne vous dis pas que ça va complètement changer votre façon de vous sentir, mais en tout cas, ça aura tendance à avoir un effet plutôt positif qui vous permettra de relâcher un petit peu la pression. Et enfin, pour terminer, je regarde le timing. Bon, tu vois, Elodie, je te disais que ça durait une petite demi-heure. J'ai tendance à beaucoup parler. Je voulais vous partager 5 conseils pour mieux vivre le confinement. La première chose d'abord, c'est encore une fois d'être acteur. Surtout, restez acteur de ce que vous vivez. Je vous renvoie au cercle d'influence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gardez bien en tête qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, donc ça ne sert à rien de gaspiller votre énergie dessus. Mais focalisez-vous sur les choses que vous pouvez changer, à commencer par votre perception des choses. Donc voilà. Donc restez vraiment acteur de ce que vous voulez vivre. Ne subissez pas, surtout. La deuxième chose, c'est vraiment d'apprendre à prendre du recul du coup de vous pousser à prendre des temps dans votre journée, à faire un petit peu ce pas de côté et à vous questionner sur, encore une fois, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais, est-ce que là je suis en phase avec mes valeurs, voilà, donc vraiment utilisez ce temps de confinement pour mener dans votre quotidien des petits rituels qui vous permettent de faire un pas de côté sur ce que vous êtes en train de vivre et surtout de vous permettre de rester en conscience de ce que vous faites. La troisième chose, on l'a vu, c'est de voir l'aspect positif de chaque chose. Donc là, je vous ai mis quelques détails. Posez-vous un instant et songez à tous les aspects positifs que vous pouvez vivre aussi dans cette période de confinement. Honnêtement, moi, au début, j'ai été assez angoissée par cette période-là, même si j'ai l'habitude de quand même travailler chez moi en grande majorité. Et en fait, je me suis dit que c'était aussi une façon d'expérimenter de nouvelles choses et ma façon de travailler a complètement été remodelée d'une autre façon. Et je trouve qu'on doit utiliser cette période de confinement pour la vivre de façon un peu expérimentale et tenter de nouvelles choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans notre quotidien d'habitude, des choses sur lesquelles on ne prenait pas forcément le temps. Donc voilà, demandez-vous chaque jour comment vous pouvez rendre votre quotidien agréable aussi. Prenez des temps le soir pour vous féliciter de ce que vous avez accompli et puis vous demander qu'est-ce que peut-être vous aurez pu faire mieux et comment faire mieux demain et poser aussi les bonnes intentions. Ça, c'est super important. Les routines. Oh, combien la puissance de la routine est importante, surtout dans cette période de confinement, parce qu'on pourrait être tenté de commencer à se lever à pas d'heure, se coucher à pas d'heure. Et moi, mon premier conseil, c'est surtout ne changez pas votre façon de vivre vos journées par rapport à cette période de confinement. Donc, levez-vous toujours à la même heure le matin. Faites des petits. Alors, moi, je suis une adepte du Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Miracle Morning, c'est 5 étapes à faire le matin avant de commencer sa journée. Donc, ça commence par de la méditation, de la lecture, des visualisations, des affirmations et de l'écriture. Alors, l'idée, c'est pas de se lever à 5 heures du mat pour faire ces rituels-là, mais ce sont des rituels qui sont hyper importants parce qu'ils permettent de se reconnecter à soi avant de recommencer dans le tumulte du quotidien et de toutes les tâches qu'on va faire. Donc, vraiment, créez-vous une routine d'habitude. Ça va être hyper important pour garder la motivation et puis avoir un espèce de boussole sur laquelle avancer chaque jour. Et puis enfin, comme je vous le disais, véritablement utiliser cette période de confinement pour explorer de nouvelles choses.
Moi, pour ma part, vous voyez, je vous partage là mon rythme de travail qui a un petit peu changé. Aujourd'hui, je commence à travailler de 8 heures à midi et avant, je me prenais une très courte pause déjeuner. Ben là, j'ai décidé depuis de prendre une longue pause déjeuner, donc je ne reprends pas le travail avant 15 heures. Je me prends une pause de 3 heures et dans cette pause, je vais lire, je vais peindre. Ça fait des mois que je voulais me mettre à la peinture, et ben j'ai enfin pris le temps de le refaire. Ben voilà, ce confinement, sans ce confinement, j'aurais jamais pu faire ça. J'ai fini des livres qui étaient en attente depuis des semaines et des semaines. J'ai enfin pu les terminer. Et donc moi, j'ai envie d'être reconnaissante aussi pour cette période de confinement parce que ça me permet véritablement d'explorer de nouvelles choses. Voilà. Donc encore une fois, gardez bien en tête que vous êtes le premier acteur de votre bien-être au travail. Et pour terminer, Elodie, après je te laisse la parole, je voulais vous partager un outil que vous pourrez retrouver en tapant antisava.fr qui a été créé par une amie à moi elle vient juste de le mettre en ligne. Et c'est un générateur de conversations authentiques. Je vous laisse aller voir le site. L'anti-savate de base, c'est un jeu de cartes qui est là pour souvent animer les ateliers en entreprise. Et là, elle a décidé de créer un générateur de conversation authentique et je vous invite vraiment à aller voir le site internet parce que c'est très chouette. Et quand je vous parlais de phase d'introspection, ce générateur, il permet réellement de se poser les bonnes questions. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, je mets aussi à disposition ma formation en ligne qui est ordinairement payante. Là, elle est en mode gratuit. Donc, c'est 5 jours pour booster son bien-être au travail. Donc, si vous voulez y accéder, je l'ai rebasculé en payante là, mais si vous voulez y accéder gratuitement, juste envoyez-moi un petit message et puis je vous donnerai les accès. Et voilà.